dans un tout récent article d'un journal français, les guerres napoléoniennes étaient baptisées la chanson de geste. Eh ben, nous allons en entendre quelques couplets. Donc en 1803, en mars 1803, c'est la rupture avec l'Angleterre, et Napoléon annonce qu'il va planter son drapeau sur la tour de Londres ou bien périr. Savez-vous que c'est tout à fait vrai? Il y croyait. En 98, lorsque le directoire l'avait chargé de commander l'expédition d'Angleterre, il est allé faire l'inspection sur la côte et il avait conclu que ce n'était pas possible. Mais maintenant, il a l'impression que c'est possible et qu'on va pouvoir sauter la Manche. Il va rassembler là une énorme armée et il va faire construire des quantités de bateaux. Presque tous les ports fluviaux à l'intérieur de la France sont occupés à construire des bateaux plats. Finalement, il y aura 1700 bateaux plats, péniches de débarquement, si vous voulez. Il suffit aussi de voir la correspondance de Bonaparte avec ses amiraux pour s'apercevoir qu'il y croyait vraiment. Il demandait aux amiraux de dégager la Manche par toutes sortes de procédés, d'essayer d'attirer les Anglais, par exemple, aux Antilles, en leur donnant l'impression qu'on allait faire une expédition là-bas et la flotte britannique y viendrait, et pendant ce temps, on franchirait la Manche. Jamais moyen. Il va en venir, Napoléon, à dire à ses amiraux, donnez-moi 24 heures, je vous demande simplement 24 heures. Si pendant 24 heures vous dégagez la Manche, je fais passer en une journée mes 150 000 hommes. D'ailleurs inconcevable. Par bonheur que les amiraux n'ont pas réussi à lui donner le passage de la Manche pendant 24 heures, parce que, un, il y avait les défenses côtières anglaises qui étaient considérables, puis deux, il y avait les courants. Ce Méditerranéen ne savait pas ce que c'était que les courants de la Manche. Et s'il avait, par malheur, lancé toutes ces péniches de débarquement avec les malheureux soldats, c'eût été un désastre sans nom. Alors ça traîne pendant un an et demi. Ça le met dans une position assez ridicule. C'est Malraux s'en va en guerre et qui ne part jamais, si bien qu'il sera presque ravi, oui, il sera content, lorsque l'Autriche, par son intervention, va lui retirer cette épine du pied. Là, brusquement, il va faire pivoter ces 150 000 hommes et les précipiter sur l'Autriche. Pourquoi? Comment ça se passe? L'Autriche, et je vous ai déjà dit plusieurs fois que l'Autriche avait été la grande victime des guerres commencées par les Girondins, et qu'on avait tellement volé de territoire à cette Autriche qu'il était évident qu'elle ne se satisferait pas de la chose. Alors, il va appeler ça, lui, Bonaparte, la rébellion de l'Autriche. Et ce mot de rébellion est bien intéressant. Rebelle, pour lui, c'est la nation écrasée qui voudrait prendre sa revanche, qui voudrait cesser d'être une nation écrasée. Ça s'appelle une rébellion. Et effectivement, vous avez vu tout ce qu'il avait fait comme empiètement pendant la paix. C'était en février 1801, oui, que les Autrichiens avaient signé la paix, et je vous ai déjà raconté il y a 2 ou 3 semaines à quel point, pendant la paix, il avait fait des progressions. Vous l'aviez vu imposer à Naples, par exemple, la présence de 3 garnisons françaises dans les ports d'Adriatique. Il s'était emparé du Valais contre la Suisse. Il avait pris l'île d'Elbe. Il s'était emparé du Piémont. Et il s'était avancé jusqu'à Ancône dans les territoires pontificaux. Mais ça continue. Le 1er janvier 1805, la guerre n'a pas encore éclaté. 1er janvier 1805, il va transformer sa république italienne en quoi? En un royaume, parce que ce n'est pas convenable que lui qui est empereur en France soit président d'une république. Alors ce royaume d'Italie, il va prendre soin d'avertir l'empereur d'Autriche qu'il n'y a rien à craindre. Ce royaume d'Italie sera à jamais, écrit-il, à jamais séparé de la France. Il dit ça le 1er janvier, et le 26 mai, cette même année 1805, il va se faire proclamer lui-même roi d'Italie. Et puis deuxièmement, du côté du pape, il y a encore des pressions et encore un avancement. Et ensuite, la République de Gênes, qui existait encore sous le Piémont, par conséquent, en juin 1805, elle est avalée. Il se contente pas de la République de Gênes, il va prendre en plus Lucques et Piombino. Comprenez bien que les Autrichiens pouvaient voir ça d'un œil plutôt sévère. Et puis les Russes, qui n'avaient encore jamais signé la guerre et qui étaient maintenant dirigés par le tsar Alexandre Ier, transformaient leur politique. Pourquoi? À cause du fameux rapport Sébastiani. Rappelez-vous ce que c'était. Lorsque Bonaparte cherchait à se faire attaquer par l'Angleterre, qu'il n'en avait pas tellement envie, étant donné que son expansion commerciale était magnifique pendant l'année 1802, pour provoquer l'Angleterre, il avait fait insérer au Moniteur, au journal officiel français, le 30 janvier 1803, le rapport de ce Sébastiani qu'il avait envoyé en Proche-Orient, et qui était plein d'agressions contre l'Angleterre, mais qui indiquait aussi, ou qui semblait indiquer, des visées françaises sur le Proche-Orient. Or, vous savez bien que la politique russe était une méfiance à l'égard de Constantinople et qu'il ne fallait surtout pas que les Français entrassent par là. C'est la seconde fois que Bonaparte amène les Russes contre nous. La première fois, précisément par son opération d'Égypte en 98, et la seconde fois maintenant en 1805, parce que le rapport Sébastiani semble indiquer des projets concernant le Proche ou le Moyen-Orient. Il n'est pas tellement mécontent, parce que je viens de vous le dire, il y a son opération d'Angleterre qui ne marche pas du tout. Et puis alors on va aller en découdre avec les Autrichiens, et probablement pourra-t-on faire là aussi une razzia d'argent considérable. La campagne. C'est le 10 septembre seulement que les Autrichiens vont attaquer, mais dès le 25 août, il a fait pivoter ses hommes, et à marche forcée,
Il n'y a pas d'autre moyen, hein. Il n'y a pas de transport mécanique. C'est à marche forcée que les 150 000 hommes, il y en aura plus, mais enfin 150 000 hommes d'abord, qui partent de Boulogne pour se diriger vers les frontières de l'Autriche. 7 torrents, comme il va dire, les 7 torrents de ma grande armée. Je pense que ce serait le moment de regarder un peu ce que c'est que cette grande armée et comment elle est composée. Dans ce livre excellent dont je vous ai parlé de 1965 de Georges Lefebvre aux presses universitaires de France, qui s'appelle tout simplement Napoléon, il y a un chapitre extrêmement intéressant sur la grande armée, sur la composition des armées impériales, et en particulier sur l'intendance, des choses que j'ignorais et que je suis très content de vous apprendre, car peut-être ne les savez-vous pas. D'abord, le remplacement militaire a été naturellement rétabli, et officiellement rétabli. Remplacement, ça veut dire que les fils de famille pourront éviter d'aller se faire tuer en payant un pauvre à leur place. Vous vous rappelez peut-être qu'en 1999, ça avait été une déraison de fureur de la classe bourgeoise contre le Directoire, et que Napoléon, enfin que Bonaparte, n'avait pas été simplement mobilisé le 18 Brumaire pour supprimer l'impôt progressif, pour restituer les délégations aux fournisseurs, mais également pour rétablir ce remplacement militaire que ces abominables jacobins avaient supprimé. Le 18 mai 1802, c'est la même semaine où il y a le rétablissement de l'esclavage et de la traite. Je trouve que les deux choses sont bien jointes. La même semaine de mai 1802, le remplacement militaire est officiellement accepté. Bon, alors les riches n'iront pas. D'autre part, il y a des soldats qu'on va garder sous les drapeaux. On les garde plus ou moins de force, mais il y en a beaucoup qui restent parce qu'on leur promet de l'avancement, parce qu'ils vont devenir sous-officiers. Il y a des mobilisés, non seulement de 98, mais même de 92, qui n'ont jamais été démobilisés, qui n'ont jamais été libérés. Si bien qu'en 1805, Napoléon dispose de 175 000, 175 000 gaillards. Des vieux soldats, son fer de lance, si vous voulez, à la pointe de la lance, c'est la base de son armée. Il lui faut maintenant taper dans la conscription. Quand il avait fait sa première opération de 1800, celle de Marengo, et qu'il se donnait pour le général pacificateur, il avait eu soin de mobiliser peu de troupes. La conscription, en France, ça peut donner jusqu'à 150 000 hommes. Il n'en avait demandé que 30 000 en 1800, et il s'en était tiré. Maintenant, en 1805, il lui en faut beaucoup plus. Alors, rappel dans les classes antérieures. On va frapper la conscription de 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, et là, 30 000 hommes du contingent de toutes les années que je viens d'énumérer sont mobilisés. Ça nous fait du 150 000 hommes plus les 175 000 vieux soldats ou grenadiers du fer de lance. Pour l'année 1805, proprement dite, 60 000 hommes mobilisés. Vous ajoutez 175 000 d'un côté, 150 000 et 60 000, ça vous donne du 285 000 hommes. Or, comme la tactique de Bonaparte est toujours de s'assurer une écrasante supériorité numérique sur l'ennemi, il est absolument tranquille, avec ces 285 000 hommes, il va pouvoir écraser les Autrichiens. Mais alors, le fait nouveau que M. Lefebvre indique, et que j'ignorais, c'est qu'il n'y a pas d'intendance dans l'armée napoléonienne. C'est inconcevable, hein. On se figure toujours, nous, qu'une armée, ça comporte un train des équipages, ça comporte en particulier des nourritures qui accompagnent l'armée. Il y en a, oui, pour la garde. La garde, c'est la troupe d'élite qui doit entourer l'empereur, qui doit le protéger. Il y en aura même jusqu'à 30 000 de soldats de la garde. À ce moment-là, ils ne sont encore que 12 à 13 000. Mais pour l'armée proprement dite, il n'y a pas de train d'équipage, parce que la formule de l'empereur est celle-ci: la guerre doit nourrir la guerre. Et Molien, son trésorier qui travaille dans le style orné, écrira: les troupes de l'empereur recevaient leur solde des mains de la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Recevaient leur solde des mains de la victoire. Ça veut dire que ce n'était pas lui, sur le trésor français, qui payait les soldats français, mais qui les faisait payer par ses victimes. Le 16 novembre 1806, il va donner l'instruction que voici: les conscrits n'ont pas besoin de passer plus de 8 jours au dépôt, parce que quand ils sont au dépôt, ils sont à la charge du trésor, tandis que si l'on les envoie tout de suite sur le front, enfin, en contact avec l'ennemi, ils sont un pays occupé et ils vivront sur le pays occupé. À Berthier, le 11 octobre 1805, là nous sommes en plein dans notre campagne, dans la guerre d'invasion, telle que je la fais, les magasins sont inutiles. C'est au commandant de corps qu'il incombe de pourvoir aux subsistances sur les pays qu'il parcourt. Ce qu'il parcourt me paraît assez joli. C'est pas une espèce de tourisme armé et alimentaire. Alors, les opérations. Eh bien, on va se déchaîner contre l'Autriche et on se jette d'abord sur la forteresse d'Ulm. Et vous savez que l'histoire rapporte que ça a été à Ulm une magnifique victoire, puisque 32 000 Autrichiens ont été cernés et se sont rendus. Il y a un détail complémentaire qui nous est fourni par le 6e bulletin de la Grande Armée. Vous savez, il faut toujours recourir aux sources, hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les bulletins et on y apprend des choses que l'histoire officielle ne répète pas. Alors, le 6e bulletin de la Grande Armée, qui annonçait à la population française que Ulm avait été prise avec 32 000 hommes, comportait ceci: que pour obtenir la reddition sans combat, l'empereur avait dit au prince de Liechtenstein, qui était le délégué, le parlementaire des Autrichiens, de point, on voit les guillemets:
si l'on me force à prendre d'assaut la ville, je serai obligé de faire ce que j'ai fait il y a 6 ans à Jaffa, où la garnison a été passée au fil de l'épée. Vous savez qu'il y a encore aujourd'hui des historiens qui prétendent qu'on a beaucoup exagéré en disant que Bonaparte avait fait tuer, lorsqu'il était l'homme de l'expédition d'Égypte, des prisonniers. Mais c'est que lui-même s'en vante. Dans son 6e bulletin de la Grande Armée, racontant l'histoire d'Ulm aux Français, il leur dit « J'ai menacé les Autrichiens de faire pour eux ce que j'avais fait avec les soldats albanais de Jaffa. » Donc la question est réglée. Ça, c'était du 19 octobre. Austerlitz. Cette fois, c'est plus les Autrichiens seuls, c'est les Austro-Russes. Nous sommes le 2 décembre, il a choisi la date de la bataille parce que ça se trouvait comme ça d'une part, et d'autre part parce qu'il se disait c'est l'anniversaire du couronnement, j'aurai des chances. Austerlitz, c'est une victoire, c'est une très grande victoire, c'est entendu, mais les troupes austro-russes ne sont pas complètement défaites. Elles vont même se retirer dans un certain ordre. Seulement, c'est la première fois qu'il y aura un grand massacre. Il y aura 17 000 soldats austro-russes qui vont tomber, et 15 000 et 8 000 soldats français. Total, 23 000 tués dans la journée. C'est déjà pas mal. Ce festival de la mort n'est pourtant qu'une espèce de mesure pour rien, si l'on le rapproche de ce qui va suivre, parce que ça va aller toujours en croissant, les performances seront perpétuellement dépassées, et quand nous verrons tout à l'heure Hélo, vous verrez un autre chiffre. Mais enfin, je trouve qu'il faut avoir le cœur mal placé pour s'occuper de ces morts d'Austerlitz, et quand on est un homme bien né, les morts d'Austerlitz disparaissent dans le soleil du même nom. Alors tout de suite après, c'est l'occupation de Vienne, et très rapidement, la paix de Presbourg. C'est le 20 ou 21 janvier 1806 que les Autrichiens signent leur paix de Presbourg. Qu'est-ce qu'on leur prend cette fois? Oh, beaucoup de choses. On va leur prendre cette Vénétie qu'on leur avait donnée et qui n'appartenait à personne. C'était un État indépendant. Je peux vous rappeler que le truc de Bonaparte, qu'il avait imposé au Directoire, c'était de voler cette Vénétie indépendante et de la donner à l'Autriche. Eh bien, on lui reprend maintenant. Alors, on lui a pris toute son Italie du Nord, enfin la Lombardie, et on lui prend en plus la Vénétie. Ça ne suffit pas. On va lui prendre l'Istrie et on va lui prendre toute une partie des côtes d'Almath. C'est qu'il a commencé à inquiéter beaucoup les Russes et à les empêcher de signer la paix pendant un certain temps, parce que la côte d'Almath, c'est l'entrée dans les Balkans, et qu'à travers les Balkans, l'Empire russe se sentira menacé. C'est pas tout. On va encore prendre à l'Autriche de vastes territoires en Allemagne même. Et l'empereur va faire donner ces territoires aux électeurs, on les appelle encore comme ça, aux électeurs de Bavière et de Wurtemberg, qui vont voir leurs États considérablement accrus, parce que Bonaparte a une idée derrière la tête qui concerne des électeurs, il veut les faire entrer dans sa famille par des mariages, et par conséquent, c'est un cadeau qu'il se fait préalablement à lui-même. Dès que la paix de Presbourg est signée, hardit la pieuvre et le vampire. C'est le moment de continuer. Alors les tentacules vont s'élancer. Naples. Jusqu'à présent, il n'y avait que 3 garnisons françaises à Naples, mais en 1806, c'est Naples qui va être entièrement occupée. La dynastie Bourbon, qui régnait à Naples, va être expulsée, et voici un premier frère de l'empereur qui va être roi, c'est Giuseppe, comme il l'appelait toujours, c'est l'aîné, il y a une couronne. Le pape. C'est toujours un peu triste, mais tout de même assez amusant, ce qui se passe entre Napoléon et le pape. Il y avait un nouveau drame entre lui et l'autorité pontificale à cause d'une annulation de mariage que Bonaparte souhaitait et que le pape ne voulait pas donner. C'est l'annulation du mariage de Jérôme. Jérôme, c'est le petit dernier. Et Jérôme, quand il était officier de marine en Amérique, il avait touché l'Amérique, et il s'y était marié avec une fille considérablement dotée. Vous savez, c'était la fille d'un banquier qui s'appelait Patterson. Mais Bonaparte a des idées, enfin Napoléon, a des idées maintenant plus grandes pour son Jérôme, et il voudrait obtenir, le mariage ayant été un mariage religieux, il voudrait obtenir du pape l'annulation du mariage. C'est du reste ce qui se pense lui-même, je vous en parlerai à propos du divorce, annulation avec Joséphine. Ça ne fera pas de difficulté, vous verrez à ce moment-là. Mais le pape, qui n'est pas content, parce qu'on lui a appris un certain nombre de territoires, se dit j'ai moyen de me défendre. Le pape, hélas, c'est un double personnage, on n'y insistera jamais assez au XIXe siècle. C'est un roi et c'est un pape. Alors il a une autorité temporelle et une autorité spirituelle. Et quand il voit son autorité temporelle menacée, il se tourne du côté de son autorité spirituelle pour essayer de se défendre. Alors il va tenter d'embêter Napoléon avec l'histoire de l'annulation qu'il refuse. Et il écrit, dans ce style ecclésiastique qui est un peu particulier, ceci: Sa sainteté a été désolée de n'avoir rien trouvé dans les lois divines qui lui permettent de suivre le penchant de son cœur. Ça veut dire, je vous aime tellement, empereur, que j'aurais bien voulu trouver dans les lois divines de quoi faire cette annulation que vous demandez. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Soyons convaincus, sans irrespect, que si Napoléon avait rendu les légations au pape, l'examen plus approfondi des lois divines eût sans doute permis au pape d'arranger la situation avec Mademoiselle Patterson, mais il n'y a pas moyen. Tout ce qu'il veut, toujours, c'est qu'on lui rende ses légations. Et comme Napoléon vient de se couvrir de gloire et de rapine, le pape va tendre la main. Puisque Sa Majesté
rapporte à Dieu. Comment rapporte à Dieu? Ah oui, il avait fait dire un Tédéum à Notre-Dame. Puisque Sa Majesté rapporte à Dieu l'heureux succès de ses armes, Sa Sainteté veut espérer que l'empereur rapportera aussi à Dieu le fruit de ses conquêtes. Que signifie cet amphigorie pieux? Ça signifie ceci: puisque l'empereur a volé tant de nouvelles provinces à l'Autriche, et Dieu soit béni, il devrait bien allouer quelques récompenses, enfin quelques compensations au vicaire de Dieu, c'est-à-dire moi, Sa Sainteté. Le résultat, c'est un ultimatum d'un ton invraisemblable que l'empereur lui fera tenir, à savoir ceci: si votre sainteté est souveraine à Rome, il y a un si, n'est-ce pas? Un si qui est presque conjectural. Enfin, pour le moment, oui, pour le moment, vous êtes encore souverain de Rome, mais enfin sous bénéfice d'inventaire. Si votre sainteté est souveraine à Rome, moi, j'en suis l'empereur. Première nouvelle. Ah oui, c'est vrai que c'est le nouveau Charlemagne, et par conséquent, le nouveau Charlemagne, il doit régner sur Rome aussi. En conséquence, je ne saurais tolérer qu'aucun Anglais ou aucun Russe réside dans vos États, et qu'aucun bâtiment appartenant à une de ces puissances pénètre dans vos ports. Et pour accentuer un peu la pression, il va faire occuper Civitavecchia, qui est à quelques 20 lieues de Rome. La menace française se précise. C'est pas tout. La pieuvre va continuer du côté de l'Allemagne. Rappelez-vous le dessin qu'il avait lui-même proposé au Conseil d'État lorsqu'il agissait de l'emblème impérial. Et c'était, vous vous souvenez, un lion qui était étendu sur la carte de France avec la patte à demi levée, prête à dépasser le Rhin. Ça y est, cette fois, il a dépassé le Rhin. Il y avait eu le grand remue-ménage du recès de Ratisbonne, mais maintenant, au mois de mars 1806, le 30 mars 1806, Bonaparte, je me trompe, Napoléon, annonce la création du Grand Empire d'Occident. Déjà, le titre qu'il avait pris d'empereur constituait une menace pour l'Autriche, parce que l'empereur d'Autriche était empereur du Saint-Empire romain germanique. 2 empereurs en Europe, c'est visiblement un de trop. Alors François II d'Autriche se doutait bien qu'on allait lui ravir sa couronne d'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ce 30 mars 1806, inspiré, dit Bonaparte, je me trompe toujours, c'est Napoléon, inspiré, dit Napoléon, par la divine providence, il crée le Grand Empire d'Allemagne. Et le 12 juillet 1806, c'est une confédération du Rhin qu'il établit. Et bien cette fois, oui, il a sauté le Rhin de 2 façons. D'abord, directement, enfin par personne interposée, avec son beau-frère Murat. Murat devient grand-duc de Berg et Clèves, capitale d'Düsseldorf. Cette fois, c'est sur la rive droite. Et d'autre part, tout un groupe d'électeurs et de petits princes forment une confédération dite du Rhin, dont Napoléon devient le protecteur. La confédération du Rhin devra du reste lui fournir 62 000 hommes en permanence. Les Suisses, 16 000 hommes. Tous les ans, la confédération du Rhin, 62 000 hommes. Il est protecteur. Frégoli, qui était, vous savez, un homme des changements à vue dans les cirques, Frégoli avait un certain nombre de costumes. Bonaparte Frégoli en a lui aussi plusieurs. En France, il est empereur. En Italie, il est roi. En Suisse, il est médiateur. Maintenant, il est protecteur de la confédération du Rhin. La confédération du Rhin, c'est une machine de guerre contre l'Autriche. Il a là un d'Albert, qui est un ancien évêque, qui s'est laïcisé, qui est devenu maintenant grand-duc de Francfort. Un d'Albert qui va se réputer lui-même comme étant le chef, sous Napoléon, de la confédération du Rhin. Et d'Albert va faire pression sur l'empereur, qui, en cette même année 1806, va être obligé d'annoncer « Je ne suis plus empereur de l'Allemagne, je ne suis que l'empereur de l'Autriche ». Quatrièmement, il y a la Hollande. Donc Naples, d'un côté, a été prise pour Joseph, pour Giuseppe, et maintenant, c'est Luigi, c'est Louis qui va être roi de Hollande. Merveilleuse floraison de royaume, comme écrit M. Madeleine. Cette merveilleuse floraison de royaume, ça signifie simplement que le corps de Bonaparte, qui a le sens de la solidarité tribale, commence à répartir des royaumes autour de lui, et la tribu Bonaparte va être maintenant tout hérissée de diadèmes. Voilà pour la pieuvre. Le vampire. Alors là, vous avez des indications dans Molien. Molien, le trésorier, ses mémoires sont d'un extrême intérêt, explique dans ses mémoires le système de succion de l'empereur sur l'Europe. L'empereur faisait percevoir partout des impôts pour son compte. Partout des impôts pour son compte. Et d'un. Il y ajoutait des réquisitions en nature, et de 2. Et troisièmement, des contributions extraordinaires pour la solde des troupes occupantes. L'Autriche, par la paix de Presbourg, devait payer 75 millions. Ça avait paru un chiffre très faible à Napoléon. Il s'était laissé faire par Talleyrand. Talleyrand, une fois plus, avait négocié avec les Autrichiens, avait dit on vous demande 100 millions, mais faites-moi confiance, on lui en avait donné un certain nombre à lui, et il était arrivé à faire rabattre l'indemnité de guerre à 75 millions. Mais il y avait un nouveau système que le vampire avait trouvé, le système des fiefs personnels. Dans les pays conquis, il y avait un certain nombre de pays, enfin d'endroits, qui devenaient la propriété personnelle de grands seigneurs, soit militaires, soit civils. Alors vous aurez un Bernadotte qui vient duc de Pontecorvo, Lebrun, l'archi-trésorier qui devient duc de Plaisance, Fouché qui va devenir duc d'Otranto,
l'ancien policier de la Révolution, duc d'Otrante, Talleyrand, prince de Bénévent, et Berthier, prince de Neuchâtel. On s'est arrangé avec le roi de Prusse pour ça. Ces messieurs n'iront jamais dans les endroits que je viens d'énumérer, les Pontecorvo, le Plaisance, l'Otrante et Bénévent. Les seuls rapports que ces individus ont avec les malheureux qui habitent ces villes-là, c'est des rapports de perception. C'est une création fiscale. La seule chose que les malheureux sujets connaîtront, c'est les dîmes qu'ils sont obligés de verser à ces personnages. Réquisition maintenant. Écoutez, il y a une très jolie lettre qu'il envoie à Eugène. Eugène, il en avait fait son vice-roi d'Italie. Lui était roi, mais Eugène, son beau-fils, était vice-roi. Le 22 septembre 1805, il lui dit, parce que Eugène disait, mais je suis vice-roi d'Italie, c'est pas un pays conquis, c'est une espèce de république, enfin de royauté indépendante, je peux pas faire des réquisitions. Et Napoléon lui dit, des réquisitions, vous voulez pas en faire, mais j'en fais bien en Alsace. Et la suite est tellement jolie qu'il faut bien que je vous la lise. Tout est devenu si cher en Italie qu'il ne faut pas songer à payer. Alors, allez, réquisition. On crie, mais on obéira. Soyez tranquilles. Vous voyez la pieuvre, vous voyez le vampire. Et n'empêche que Bonaparte va jouer perpétuellement le jeu de l'homme qui est attaqué. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais entré en relation avec quelqu'un qui tient de près à la famille Bonaparte. Et qui, les yeux hors de la tête, avec une véritable indignation, me disait, enfin, comment pouvez-vous répéter cette fameuse légende de Napoléon agresseur? C'est toujours lui qui a été attaqué. C'est vrai qu'il s'arrangeait toujours pour être attaqué. Mais vous voyez son procédé. En pleine paix, il avançait, il jetait ses fameuses tentacules à droite et à gauche, il suçait, il pompait les nations captives, puis quand les nations protestaient, elle attaquait, il disait, mais on m'attaque, je ne suis pour rien, j'ai, moi, disait-il, devant le Sénat en octobre 1803, j'ai, moi, un violent amour de la paix. Ça me fait penser à Bismarck et à Guillaume Ier en 1871. Enfin, j'ai étudié cette guerre de 70-71 des Français. Savez-vous qu'après l'écrasement de Sedan, il y avait des Français qui n'avaient pas accepté la résistance de l'époque, ça s'appelait Gambetta et ses amis, quelques généraux. Mais vous n'imaginez pas les colères que Bismarck et que Guillaume Ier éprouvaient contre ce Gambetta, en disant « c'est un trouble fait, c'est un belliciste, Dieu manque c'est quelqu'un qui n'accepte pas que nous soyons les maîtres en France, c'est un mauvais esprit ». Eh bien, Bonaparte, à l'égard de l'Europe, c'est exactement ça. Il écrase les gens, quand les gens protestent et se soulèvent, il dit « on m'attaque ». C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va l'attaquer encore en plus, c'est la Prusse cette fois. Il n'aurait pas voulu se faire attaquer tout de suite par la Prusse. On lui réglerait son compte plus tard. Et même au moment de la Confédération du Rhin, il avait eu une idée pour tromper le roi de Prusse. Il lui avait dit « écoutez, cher ami, nous allons nous arranger. Moi, j'ai une Confédération du Rhin, et vous, vous allez créer une Confédération du Nord. On appellera ça Confédération du Nord. » Le roi de Prusse avait considéré cette idée avec sympathie, s'était dit, tiens, mais ça va faire une augmentation de territoire, mais il s'est aperçu rapidement qu'il était dupé par l'homme très fin. Vous savez, je suis fin, je suis terriblement fin. En effet, Bonaparte, enfin, Napoléon avait dit au roi de Prusse, je vous donnerai le Hanovre. Et le Hanovre, c'était une possession anglaise. Seulement, voilà ce roi de Prusse qui apprend que Napoléon, au cours de l'année 1806, repromet le Hanovre à l'Angleterre. Parce que l'idée lui est venue qu'on pourrait peut-être bien s'arranger avec l'Angleterre, qu'il y aurait moyen de reconstituer une marine. On lui tombera dessus quand la marine qui avait été détruite à Trafalgar, deux jours après Ulm, quand la marine pourra être restituée, reconstituée, on en découdra avec l'Angleterre. Pour l'instant, il serait bon de s'arranger peut-être provisoirement avec elle. Alors, cette province du Hanovre, qu'il vient de promettre à la Prusse, il promet en même temps de la rendre à l'Angleterre. Déjà, le roi de Prusse trouve ça désagréable. Mais il y a mieux. Cette confédération devait contenir les villes du Nord, on devait comprendre les villes hanséatiques et la Saxe, qui est au sud. Or, le roi de Prusse apprend que Napoléon a interdit, comme ça, de son autorité, a interdit aux villes hanséatiques d'entrer dans la confédération du Nord. Quant à la Saxe, Napoléon a fait dire aussi au roi de Saxe qu'il ne souhaitait pas le voir accepter les propositions que lui faisait le roi de Prusse. Ainsi, la proposition de confédération du Nord était une telle du prix que la Prusse, s'apercevant qu'elle veut être transformée bientôt en État vassal, va essayer de se défendre contre ce qui se prépare contre elle et va prendre l'offensive, l'initiative. Je dis qu'il ne l'a pas souhaité, Napoléon, c'est vrai, c'était un peu trop tôt. Il avait encore à se remettre de son opération d'Autriche, à reconstituer ses troupes, et ça ne lui est pas agréable que les Prussiens l'attaquent si rapidement. Mais il a une idée compensatoire, si je puis dire. Il en veut un peu à Talleyrand, il s'en veut à lui-même, d'avoir été d'une telle modestie pour l'imposition de guerre à l'Autriche, et il se dit, ça, je vais me rattraper du côté de la Russie, du côté de la Prusse. Effectivement, si vous voulez le chiffre tout de suite, il avait demandé 75 millions aux Autrichiens, et les Prussiens, il leur demandera 600 millions, pas moins de 600 millions. La campagne avec la Prusse est une campagne admirable, enfin une des meilleures campagnes de Napoléon, puisque c'est une guerre de 15 jours. Il va attaquer au début d'octobre, dès la mi-octobre, c'est à la fois le même jour, Jena et à Auerstedt, c'est l'occupation de Berlin.
ça ne résout rien. Ça résout tout du côté de la Prusse, ça ne résout rien du côté de l'allié de la Prusse, qui était la Russie. Et là, il est perplexe, Napoléon. Il se demande ce qu'il va faire. La Russie, c'est un très gros morceau. Qu'est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas s'arranger avec Alexandre, surtout qu'il y a le problème de la Pologne qui vient de se poser en ce moment et qui, pour lui, est un problème délicat. Une partie de la Pologne avait été absorbée, vous le savez, par la Prusse. Qu'est-ce qu'on va en faire, cette partie polonaise? Est-ce qu'on va restituer une Pologne indépendante? C'est l'imagination, c'est l'illusion de tous les Polonais, qui croient encore en un Napoléon libérateur des peuples, parce qu'ils ne l'ont pas vu de près. Mais seulement, si on rétablit une Pologne indépendante, étant donné l'état d'esprit des Polonais, qui sont des gens fiers et des gens remuants, ce sera peut-être très difficile d'obtenir ensuite que ces Polonais soient dociles et obéissants. Et d'autre part, si je crée une Pologne indépendante, mais contrôlée par moi-même, c'est me brouiller d'une manière définitive avec le tsar, parce qu'Alexandre Ier était terrifié par l'idée d'une Pologne indépendante. Alors il hésite, piétine, il s'embourbe, l'hiver est venu, s'embourbe dans les boues du nord, la Poméranie, et enfin, le 7 février 1807, c'est la rencontre d'Eylau. Eylau, ça vous savez, c'est un carnage, c'est quelque chose d'atroce. Cette fois, la petite performance d'Austerlitz est bien dépassée, c'était du 25 000 hommes à Austerlitz, c'est du 50 000 hommes qui tombent à Eylau, et pour rien, les Russes se sont retirés en très bon ordre, et on ne peut pas parler de victoire. Alors Napoléon est assez humilié, assez exaspéré, il va même faire un peu de sentimentalité, dans un de ses bulletins, il va faire écrire qu'un père qui voit mourir ses enfants ne goûte aucun charme à la victoire, oui, surtout quand ça n'est pas une. Percy, qui était le chirurgien en chef de l'armée, avoue dans ses mémoires qu'il n'y avait pas de service sanitaire, que dès que quelqu'un était blessé, il était considéré comme mort, c'était fini. Le carnage avait été tel à Eylau que l'empereur va interdire maintenant qu'il y ait des courriers civils pour transporter sa correspondance. Il faut que ce soit des militaires qui viennent de Paris et d'autres qu'il enverra à Paris. Personne en dehors des militaires ne doit voir ce qui se passe à l'armée. N'empêche que M. Madeleine va écrire « Mêlée, blessure, pour le soldat de l'empereur, tout ça n'est rien ». La bataille est une fête. Toujours est-il qu'au début de l'année 1807, dans une immobilité rageuse et fiévreuse, Napoléon est là, à Osterode d'abord, puis à Finkenstein ensuite, où il a fait venir sa petite maîtresse, Marie-Walewska, attendant l'occasion, espérant une rupture violente avec la Russie, c'est-à-dire cette fois une bataille écrasante, et guettant surtout les résultats de ce qu'il vient de tenter le 21 novembre 1806 à Berlin, en lançant son ordre du blocus continental. Ce qui va en sortir, c'est sa paix.